Enchantée, bienvenue à tout le monde pour cette sensibilisation sur la gestion du stress. Je me présente, je m'appelle Aline Bernard, je suis infirmière en santé au travail. Donc, mon métier, c'est de faire de la prévention individuelle pour les salariés que l'on reçoit sur notre centre, sur les centres. Moi, je travaille sur le centre de Paris-Daumesnil. Et on fait également de la prévention collective, donc des webinaires, des sensibilisations pour faire des choses plus collectives. Donc, l'intervention aujourd'hui, c'est sur la gestion du stress, comme vous avez bien compris. L'objectif principal de mon intervention, c'est que vous puissiez être capable d'adopter des nouvelles pratiques pour pouvoir améliorer votre bien-être au travail. Le plan que je vous propose, donc une première partie pour bien comprendre ce qu'est le stress, identifier et comprendre le stress, c'est très important pour pouvoir ensuite comprendre comment on peut le gérer et le travailler. On va détailler un petit peu aussi les 3 phases du stress. Une troisième partie sur apprendre à gérer son temps efficacement. On va voir que la dispersion, la procrastination et donc du coup la gestion de son temps, c'est aussi important pour pouvoir réussir à gérer son temps, son stress dans le travail. Une quatrième partie sur comment évacuer les tensions. Donc là, c'est plus des exercices pratiques que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien, que ce soit au travail, mais aussi à côté. Mais bon, là, on est dans le thème du travail. Et une dernière partie assez rapide sur trouver son juste équilibre. Alors, le stress, c'est un domaine qui est assez subjectif. On est tous différents, on va tous le vivre différemment en fonction de nos expériences, de notre éducation, de notre tempérament, etc. Donc, c'est assez difficile de trouver des chiffres précis. On peut cependant dire déjà que la France se situe en 3e position pour tout ce qui va concerner les dépressions en lien avec le travail. Donc ça, c'est une étude de 2019 au niveau européen. Le premier pays concerné, c'est la Pologne et ensuite, c'est l'Allemagne. Donc, on arrive, nous, en 3e position. Le burn-out, que l'on connaît également sous le nom du syndrome d'épuisement professionnel, a été reconnu seulement depuis 2016 maladie à caractère professionnel. Donc, c'est assez récent, on en parle un peu plus maintenant. C'était connu avant sur les métiers du soin en hôpital, ou les aidants, les soignants au domicile, etc., les auxiliaires de vie. Maintenant, ça a été plus répandu dans toutes sortes d'entreprises. On en parle de plus en plus et ça a été reconnu maladie à caractère professionnel. 12% des actifs présenteraient un risque élevé de burn-out. Et on estime environ en France un coût annuel à 2,5 milliards d'euros. Donc, ça va inclure les arrêts maladie, la baisse de productivité, les accidents de travail, etc. Alors, on va bien comprendre, je vais vous expliquer vraiment ce que c'est que le stress. Donc, la définition que l'on retrouve du Larousse, du stress en général, c'est un état réactionnel de notre organisme qui est soumis à une agression brusque. Donc, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que le stress, c'est quelque chose qui se passe dans notre organisme, c'est quelque chose qui se passe physiquement. Donc, c'est différent d'une émotion. Une émotion, ça va être l'angoisse, l'anxiété. Donc ça, on retrouve du stress quand on est angoissé et anxieux, etc. Mais le stress, c'est un symptôme. Donc, on est stressé, il se passe quelque chose de physique. Donc, c'est pour ça qu'on peut, à une certaine échelle, le gérer. On va le voir comment. Si on prend maintenant la définition du stress au travail, c'est un déséquilibre perçu entre ce qui est exigé de la personne et les ressources dont elle dispose pour répondre à ces exigences. Donc, on me demande trop de choses, donc j'ai trop de contraintes, mais je n'ai pas suffisamment de ressources, donc je n'ai pas suffisamment de temps, je n'ai pas les moyens humains, financiers, etc. Donc là, du coup, la balance penche sur les contraintes et là arrive, du coup, le stress au travail. Alors, je vais vous passer une petite vidéo de 2 minutes là sur justement les mécanismes du stress au travail. Alors, vous me dites pareil dans la discussion si vous avez le son. J'ai fait les réglages pour, normalement ça devrait fonctionner. Mais bien sûr, vous me dites si vous ne l'avez pas. Quand nous nous sentons menacés ou face à un enjeu important, nous sommes en état de stress. Le stress prépare notre corps à réagir.
Mais il n'a pas les mêmes effets quand il est ponctuel ou quand il dure. Prenons le cas d'une situation de stress ponctuel. Il nous arrive de transpirer, d'avoir le cœur qui bat. Que se passe-t-il exactement? Pour faire face à l'épreuve que nous percevons, notre corps sécrète des hormones. D'abord, des catécholamines. Elles apportent de l'oxygène au cerveau, au corps et aux muscles pour les mettre en action. Elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension ou encore la température du corps. Puis, les glucocorticoïdes. On les appelle comme cela parce qu'elles apportent de l'énergie sous forme de sucre, du glucose, aux principaux organes. Quand il y a assez de ces hormones dans le corps, des récepteurs situés dans le cerveau ralentissent leur production. Cette réaction de l'organisme a permis de répondre à la situation stressante. Les symptômes disparaissent. Mais il arrive que la situation de stress dure ou s'intensifie. C'est ce que l'on appelle le stress chronique. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime. Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicités en permanence, ils s'épuisent. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires ou encore des dépressions. Quand il dure, le stress a donc toujours un coût pour l'organisme des personnes qui le subissent, mais aussi pour l'entreprise. S'interroger sur les sources de stress au travail, c'est une des premières étapes pour le prévenir. Voilà, donc c'est important de bien comprendre qu'il y a deux types de stress, hein, vous connaissez déjà sûrement, donc, comme le dit la vidéo, le stress chronique et le stress ponctuel, hein, donc on appelle aussi le stress aigu et le stress chronique. En fait, le stress, si on remonte il y a très longtemps, au temps de la préhistoire, quand on dit que c'est une réaction d'origine vitale, un homme préhistorique qui se trouvait face à une bête sauvage avait du coup une montée de stress, donc dans son corps se déverse beaucoup d'hormones qui vont faire qu'il va soit combattre l'animal, donc il va l'attaquer, ou alors il prend la fuite. À ce moment-là, avec les deux actions différentes, le combat ou la fuite, les hormones disparaissent, le stress disparaît. Bien évidemment, dans votre travail, vous n'allez pas attaquer votre manager, vous n'allez pas prendre la fuite non plus devant un client mécontent, hein, ça peut être évidemment très mal vu. Donc, il va falloir trouver d'autres astuces, d'autres choses pour justement faire baisser ce stress qui devient, on l'a vu, nocif pour notre organisme. Donc, c'est un risque pour notre santé et notre sécurité lorsqu'il est éprouvé dans la durée. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de ça, mais parce que c'est indispensable d'apprendre à écouter son corps pour être en mesure justement de retrouver un équilibre rapidement. Donc les facteurs de stress au travail, donc, il y en a beaucoup, hein, je vous ai fait une liste qui n'est pas terminée, mais bon, les transports en commun, hein, bien évidemment, hein, le fait d'arriver au travail déjà stressé par le transport, le bruit dans les open space, etc., le téléphone, les mails en cascade, une surcharge ou une sous-charge de travail, donc on connaît un peu moins, mais on voit, hein, qu'on appelle le bore-out, hein, quand on s'ennuie au travail, ça peut devenir une source de stress. Des réunions à répétition, mauvaise ambiance, des problèmes d'organisation en interne ou des problèmes d'organisation personnelle, des changements aussi d'organisation quand il y a des fusions, quand il y a des transformations, etc. Des deadlines, d'autres objectifs à respecter, des enjeux financiers importants, des objectifs à atteindre, hein, qui sont parfois un petit peu flous, on ne sait pas trop où on va. Et le télétravail aussi, ça a été, alors un peu moins peut-être aujourd'hui parce que ça a été cadré maintenant, mais au moment du début de la pandémie, avec les confinements, les couvre-feux, bien sûr, c'était une source de stress avec l'isolement, la sédentarité, la coupure aussi du lien social. Alors, les 3 phases du stress pour bien comprendre tout ça. Les 3 phases sont celles-ci. Donc, il y a une première phase qui est la phase d'alarme. Elles sont chronologiques, hein, ces phases. On a la première phase qui est la phase d'alarme. La deuxième phase, la phase de résistance et ensuite d'épuisement.
Donc, on va les détailler un petit peu, mais c'est pour vous montrer que c'est chronologique. On commence par la phase d'alarme, on peut arriver dans la phase de résistance et on peut arriver dans la phase d'épuisement une fois avoir passé ces 3 étapes. Donc, la phase d'alarme, c'est le stress aigu. Donc, c'est plutôt du stress, du bon stress, on va dire. Cette phase-là va faire appel à des ressources énergétiques pour pouvoir s'adapter à la situation stressante. Les effets, du coup, sont plutôt bénéfiques, ils sont stimulants, hein, ils vont nous donner de l'énergie pour pouvoir répondre, justement. Et par contre, il faut quand même réussir à dompter cette phase parce que si elle continue, bien évidemment, on arrive dans la deuxième phase, qui est la phase de résistance. La phase de résistance, donc, c'est une exposition prolongée à des pressions intenses. On va essayer de persister à s'adapter, on va essayer de tenir le coup, mais bien sûr, on va ressentir quand même un début de fatigue physique, mais aussi psychologique. Les tensions s'installent, on a de plus en plus de mal à récupérer et nos ressources énergétiques viennent s'amenuisent. Et bien sûr, cette phase de résistance, qui ne dure pas très très longtemps en général, on arrive dans la phase d'épuisement, donc c'est la dernière phase, où là, la situation, elle est installée dans le temps, le stress est permanent, il est chronique. Alors, on entend des gens qui me disent, voilà, je me connecte à mon ordinateur dès le matin, j'ai envie de pleurer. Voilà, c'est quelque chose qui est permanent, on n'arrive plus à sortir en fait de cette phase, des phases de stress. C'est quelque chose qui est vraiment chronique, permanent. On est épuisé, hein, physiquement comme moralement, et là, on a un risque élevé, bien évidemment, du burn-out. Mais pas que. Il y a également des effets secondaires au long terme. On retrouve en premier, généralement, ce sont des maladies cardiaques parce que les principales hormones que l'on va sécréter, c'est tout ce qui est cortisol et adrénaline. Adrénaline qui va fatiguer notre cœur parce qu'il va être tout le temps dans l'action, il va battre beaucoup plus vite que la normale. Donc, voilà, on peut arriver sur des hypertensions et puis plus grave, des infarctus, des AVC, etc. Surtout si on rajoute des facteurs de risque en plus, si c'est des facteurs de risque héréditaires, de surpoids, de tabac, etc. On retrouve aussi une insuffisance de notre système immunitaire et des dérèglements hormonaux, des troubles gastro-intestinaux, des douleurs chroniques. On a vu sur la vidéo, hein, il parlait des articulations, mais c'est tout à fait ça. C'est des douleurs au niveau du dos, au niveau des cervicales, des céphalées, hein, des maux de tête, surtout quand on travaille sur écran. Hein, c'est ce qu'on voit beaucoup aussi dans mes entretiens individuels. Hein, quand on est posté devant son ordinateur, le stress agit aussi sur des tensions physiques, donc des tensions musculaires. On retrouve aussi des syndromes d'anxiété généralisée, parfois des dépressions et des troubles alimentaires, du sommeil, de l'humeur. Donc, comme tout ça, bien évidemment, ça ne donne pas envie. La prévention numéro 1, pour justement éviter d'aller comme ça crescendo dans les différentes phases, il faut impérativement prendre du recul, savoir se situer. Ça, c'est hyper important. Très souvent, les victimes du stress chronique qui sont dans la phase d'épuisement, et c'est très long à se remettre d'un burn-out. On dit en moyenne 8 mois, pour avoir vu beaucoup de salariés qui l'ont vécu. 8 mois, c'est bien plus que 8 mois. Ça marque énormément. Donc, voilà, c'est important. Et très souvent, justement, ces salariés-là ne se sont pas vus en fait prendre ce chemin. Et petit à petit, ils sont un peu en mode œillère, hein, métro, boulot, dodo. Je vais tenir le coup, je vais tenir le coup. Et on se prend le mur en pleine face parce qu'on ne s'est pas posé la question avant. Donc, évaluez votre niveau de stress, ça c'est important. Posez-vous les questions. C'est une question qu'on demande souvent en entretien individuel, sur une échelle de 0 à 10. À combien évaluez-vous votre stress? Alors, il peut être ponctuel sur différentes journées, mais faites une moyenne de votre semaine ou de la situation là, maintenant, comment vous vous sentez. Soyez bien évidemment aussi vigilant sur votre état de santé en général, votre état général, votre sommeil, vos humeurs, votre alimentation, c'est des choses qui ont changé. Le corps aussi est bien fait, il va parler. Il y a des gens qui vont avoir des forts maux de tête, on a déjà vu les effets secondaires, mais soyez attentifs à ça. Le corps vous donne des signaux d'alarme, réceptionnez-les et agissez en fonction de ce que vous ressentez. Donc, questionnez-vous, bien évidemment, et verbaliser, ça c'est important, verbaliser, alors que ce soit dans votre entreprise, avec votre hiérarchie, votre manager de proximité. Vous avez aussi des représentants du personnel dans vos entreprises, en fonction de la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il peut y avoir des référents aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ces personnes-là.
Vous pouvez bien sûr vous tourner aussi vers votre médecin traitant et évidemment vers nous, hein, le service de santé au travail. On est là pour ça, pour accompagner les salariés, quelle que soit votre demande. Hein. Vous avez toujours un lien avec nous, donc vous pouvez toujours nous joindre par mail, par téléphone. Vous pouvez le faire aussi sans que votre employeur soit au courant. Hein. C'est peut-être pas forcément connu, mais n'hésitez pas hein, à le faire. Hein. On est tous les membres, enfin tous les différents personnels de chez nous hein, sont tous soumis au secret médical et au secret professionnel. Donc, vous pouvez entièrement nous faire confiance et on est là pour vous aider et pour vous accompagner en fonction de vos difficultés. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, c'est ça, ne soyez pas gênés, n'ayez pas honte, parce que voilà, c'est sûr que c'est un thème qui est un peu différent, un peu délicat, on peut se voir un peu voilà, le faible de l'entreprise, j'entends, hein, je reprends des mots que j'ai déjà entendus, mais n'ayez surtout pas peur de ça, on est vraiment là pour vous aider et c'est tendre une perche qui fait qu'on évite justement d'aller jusqu'à la phase du burn-out. Vous pouvez vous aider de ce tableau, enfin de ce questionnaire que vous retrouverez sur Internet. C'est une échelle de mesure du stress perçu. Elle est un peu ancienne, en 83, mais elle est toujours utilisée par des psychiatres, des psychologues. Donc, c'est pour vous donner en fait un petit, comme un chiffre, hein, pour justement aider à vous trouver, savoir comment vous vous sentez. Donc, c'est au cours du dernier mois, combien de fois ai-je été dérangée, nanana. Donc, vous répondez entre jamais et très souvent et vous avez du coup un peu un score qui vous aide. Donc là, j'ai fait qu'une capture d'écran, mais il y a une quinzaine, vingtaine de questions. Donc, voilà, par exemple, à la fin de chaque mois, vous pouvez faire ce questionnaire pour aider à vous situer. Voilà pour cette partie-là. Du coup, on va passer sur la troisième partie, donc apprendre à gérer son temps efficacement. Comme je vous le disais dans la présentation du plan, la dispersion et la procrastination sont vraiment deux grandes caractéristiques du stress au travail. Donc, on va voir que avec des petites choses, hein, je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose, mais c'est des petites choses peut-être que vous allez pouvoir réactualiser dans votre quotidien et vous aider du coup à gérer un petit peu mieux. J'insiste aussi beaucoup sur ça, c'est de faire des petites pauses régulièrement. Quand on travaille toute la journée, hein, j'entends souvent des gens qui ont des journées de 10, 11, 12 heures parfois, faites des pauses régulièrement. Et même si vous travaillez 7 ou 8 heures par jour, hein, je ne parle pas que pour les gros travailleurs, faites-vous une pause régulièrement, 1 minute à peu près, toutes les heures et demie, pour vous changer les idées, pour faire autre chose. Ça va aider votre cerveau à vous concentrer, ça va permettre de recharger vos batteries, de retrouver la concentration, votre énergie, votre motivation. Ne le voyez pas comme une perte de temps, hein, bien au contraire, ça va vraiment vous aider à faire, voilà, pouvoir mettre un petit peu en repos votre cerveau et il va être beaucoup plus efficace ensuite. Donc, je vous ai mis des petites idées comme ça, hein, c'est des choses juste pour montrer qu'il y a plein de choses à faire sur 1 minute. Arrêtez-vous, fermez les yeux, allongez-vous sur votre bureau. Alors, c'est sûr que c'est peut-être plus simple en télétravail. Regardez par la fenêtre, levez-vous, allez juste vous changer les idées. Vous pouvez ne rien faire, écouter de la musique, faire de la respiration complète. Mais voilà, ça c'est important quand on a des grosses journées de s'arrêter, de faire un break, 1 minute, 2 minutes simplement pour souffler et voilà, pouvoir reprendre beaucoup plus facilement ensuite. On en reparlera un peu quand je vous parlerai tout à l'heure de la concentration. Apprenez aussi à vous organiser. Donc, évitez d'être dispersé, comme je vous disais. Essayez de vous faire comme une to-do list en début de semaine, en début de mois, pour voir ce qui est à faire, important. Donc, vous avez, voilà, de hiérarchiser un petit peu tout ce que vous avez à faire en mettant tout ce qui est urgent absolument à terminer aujourd'hui, demain. Déléguer ce qui est délégable pour pouvoir justement alléger un petit peu si vous avez une charge de travail importante à ce moment-là. Ça, c'est important pour que votre cerveau, encore une fois, je parle beaucoup du cerveau parce que c'est lui aussi qui est souvent dans une dynamique de stress au travail. Notre cerveau, quand il y a plein de choses à faire et que, oh, bah oui, j'avais oublié ça, ah, puis ça aussi, voilà. Si c'est noté, votre cerveau sait que c'est noté, qu'il ne va pas l'oublier, que c'est géré, qu'on a les commandes de ce qu'on a à faire. Donc, écrivez, après, on est comme chacun est différent, mais écrivez les choses, structurez les choses, ça aide énormément, justement, à l'avancée de la tâche et pour pouvoir être plus serein sur votre déroulé de la journée, de la semaine ou du mois. Ordonnez aussi votre espace de travail.
Voilà, si c'est alors quand on est en flex office, c'est pas le sujet, mais voilà, si vous êtes dans un bureau, surtout ou aussi en télétravail, ou si c'est votre bureau, évitez qu'il y ait des millions de dossiers qui traînent, des papiers, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire, pour encore une fois éviter d'être parasité visuellement sur ce qu'il y a autour de vous. Donc, ordonner, voilà, c'est plus le côté un peu maniaque. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le bazar et qui s'y retrouvent, donc pas de souci, mais je vous conseille d'ordonner votre espace de travail. Vous pouvez aussi trouver le matériel qui aide à vous concentrer, donc des post-it, des classeurs, de la couleur, des stabilos, des choses, voilà, pour pouvoir, encore une fois, aider visuellement à votre organisation. Pour les objectifs, on a vu, hein, c'est une source de stress, les objectifs à réaliser. Donc, c'est un outil, peut-être que certains d'entre vous connaissent, que l'on appelle la méthode SMART. Donc, c'est un outil qui va permettre d'organiser vos activités, de planifier vos tâches, de vous fixer un cap et de rester justement fixé sur ce cap-là, de savoir où je vais, encore une fois. Donc, bien sûr, gérer le temps et puis vous recentrer aussi sur l'essentiel et ne pas partir de droite à gauche. Donc, SMART, pourquoi? C'est les 5 critères. Il faut impérativement que dans votre objectif, vous puissiez, ces 5 critères-là puissent être retrouvés. Donc, on a le S pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Si vous avez un objectif qui est flou, si on ne sait pas où on va, si bon, on m'a demandé de faire ça, ok, j'ai pas trop compris, c'est pas grave, je mets de côté, je verrai plus tard. Là, vous allez droit dans le mur et ça va être compliqué de voir justement le réaliser. Donc, bon, je n'ai pas tout relu, hein, vous pourrez le retrouver sur le support. Essayez voilà, de reprendre ce qu'on vous a demandé. Alors, en tant que manager, s'il y en a parmi vous qui sont managers, de reprendre aussi avec vos collaborateurs, est-ce que tu as bien compris ce qu'on a demandé? Est-ce que tu veux qu'on le revoie? Est-ce qu'on réadapte la tournure de la phrase, des phrases? Donc voilà, vous pouvez reprendre ça pour vous ou pour les collaborateurs, mais pour être sûr que ce soit bien compris par tout le monde et que ces 5 critères-là soient identifiables dans votre objectif. Donc typiquement, un objectif flou, donc j'insiste, mais c'est une source de stress. Si vous le transformez en objectif SMART, ça va vraiment aider. Donc là, c'est des phrases toutes belles, toutes faites, hein, mais c'est pour vous montrer la différence. Si je prends le premier exemple, je veux arrêter d'être débordée. Donc ça, c'est un objectif flou. Voilà, on va le découper avec les 5 critères. Et si on le fait donc en objectif SMART, il devient « Je veux être capable de déconnecter totalement le week-end à partir du mois prochain pour m'occuper de moi et ma famille. » Donc voilà, c'est pour vous donner l'exemple, vous en trouverez d'autres, mais voilà, il faut absolument aussi qu'il y ait cette deadline et qu'il y ait quelque chose qu'on puisse savoir où aller et de le découper pour vous donner des critères, des moments où vous allez pouvoir aussi avancer par palier pour atteindre votre objectif, en fonction de l'urgence aussi de votre objectif. Ça aussi, c'est intéressant, c'est la loi de Carlson. En fait, il y avait eu une étude il y a un certain temps, mais qui montrait en fait que pour un travail de bureautique administratif, un poste administratif, on était sollicité, dérangé, hein, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, sollicité toutes les 12 minutes. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent 12 minutes, moi je suis dérangée bien plus souvent que ça, que 12 minutes. Donc voilà, 12 minutes. Si j'ai quelque chose à faire d'important, il faut absolument que je me concentre pour finir ma tâche à la semaine, à la journée, ou en tout cas, j'ai besoin d'avancer et il me faut absolument un temps pour que je puisse avoir sur mon dossier. Donc, j'arrive au travail, je m'attaque à mon dossier, j'ai un collègue qui arrive, on discute, on va prendre un café, il me raconte quelque chose de la veille, ok, on va revoir. Sur le chemin, je reviens à mon bureau, je recroise un collègue, on discute encore d'autres choses, je reviens, j'ai 3 mails, ok, donc 3 urgents, je réponds. Voilà, il est bientôt midi et j'ai absolument pas avancé sur mon dossier. Bon, j'abuse un petit peu, mais je pense que vous vous retrouvez dans cet exemple. Donc, c'est ça, en fait, cette loi de Carlson dit qu'en fait, qui retrouve évidemment un impact négatif de ces interruptions sur la durée nécessaire à l'accomplissement d'une tâche. Donc, il faut, voilà, le fait de traiter plusieurs dossiers aussi en même temps, c'est contre-productif. Donc, il faut impérativement, si vous avez, encore une fois, j'insiste sur le côté, parce qu'on ne peut pas travailler tous les jours comme ça, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, ce n'est pas la baguette magique qui va faire que demain, tout va changer. Mais voilà, si vous avez des choses importantes à faire, soyez attentif à ça, à votre organisation, à savoir qu'il ne faut pas jongler
entre plein de tâches différentes parce que vous n'allez pas y arriver et que ça va être beaucoup plus long à terminer votre tâche. Donc, comment faire? Alors, vous pouvez regrouper déjà dans votre agenda les tâches qui sont de la même nature pour les faire en même temps. Hein, ça va vous aider aussi au niveau cérébral, ça va être beaucoup plus facile plutôt que d'éviter de jongler entre plusieurs missions qui n'ont pas forcément de rapport. Vous pouvez aussi vous réserver 1 ou 2 créneaux dans la journée. Par exemple, vous pouvez indiquer aussi à vos collaborateurs ou à l'équipe à quelle heure vous n'êtes pas disponible de telle heure à telle heure. Apprenez à dire non gentiment, hein, avec bienveillance et diplomatie, si on vous demande quelque chose et que vous avez prévu d'avoir ce temps rien que pour vous. Coupez toutes les sources de distraction quand vous devez vous concentrer sur une tâche spécifique, donc votre téléphone en silencieux, vous prévenez vos collaborateurs comme je vous ai déjà dit, retirez les notifications de vos mails, de votre téléphone personnel également, hein, pour ne pas être tenté d'aller voir quelque chose. Alors, il y a des gens aussi qui m'ont dit, c'est peut-être moins facile, mais vous pouvez peut-être ne pas ouvrir la boîte mail le matin, en arrivant le matin, si vous avez besoin de vous concentrer. Quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui disent c'est impossible parce que je vais l'ouvrir et il va y avoir 70 mails qui vont arriver. Donc voilà, ça peut être une astuce, si c'est possible pour vous, en tout cas le matin, ne pas ouvrir la boîte mail tout de suite pour avancer et avoir le cerveau plus frais. Pour les personnes qui travaillent en open space aussi, vous pouvez mettre parfois, pour ne pas être tenté d'être dérangé par le bruit ou de rejoindre une discussion, vous pouvez mettre un casque ou des bouchons d'oreille le temps d'avancer aussi sur votre dossier. La concentration, donc j'en ai déjà parlé un petit peu, donc là on est vraiment dans le cerveau. On parle de la chronobiologie, ça veut dire que voilà, le corps est fait comme ça, il y a des heures où on va voir qu'il y a des hormones qui vont être déversées en fonction des heures des cycles de 24 heures. Donc très bien, donc ça c'est ce qui est en général, générique, pardon, on a un pic du matin avec un taux de cortisol élevé. Là, on va avoir les idées claires quand on arrive au travail parce que notre cerveau s'est débarrassé des toxines durant la nuit. Notre cerveau est frais, il est prêt à pouvoir avoir un excellent niveau de créativité. On a une concentration qui est optimale. Et on aurait en milieu d'après-midi une capacité d'analyse un peu plus développée. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver un petit peu dans les études. Après, moi, je vous invite à vous connaître, vous, personnellement, parce qu'on n'est pas tous faits de la même façon. On a des gens qui vont être beaucoup plus concentrés le matin, plutôt d'autres en début d'après-midi, plutôt des gens qui sont plus du soir. Donc, essayez de vous connaître sur une semaine, par exemple, de faire une semaine type avec un petit papier à côté de votre bureau où vous allez noter, soyez attentif aux heures auxquelles vous avez été efficace. Dire, super, j'ai bien avancé, c'était pas trop, c'était pas laborieux, je me suis sentie plutôt à l'aise. Tiens, à quelle heure il est? 11 heures, voilà, je suis quelqu'un qui se concentre bien à 11 heures. Voilà, je vous dis n'importe quoi, mais essayez de vous auto-analyser sur cette chronobiologie pour votre chronobiologie et de respecter ça pour pouvoir ensuite adapter en fonction de votre journée à quel moment ce sera plus facile pour vous d'avancer, encore une fois, sur votre travail. La qualité du sommeil, et bien sûr, c'est très important. Les micro-siestes, alors ça marche bien aussi, par exemple, en télétravail, pour pouvoir faire une pause pendant votre pause de déjeuner, faire une micro-sieste de 5 à 20 minutes, 20 minutes maximum. Hein. Si on dépasse les 20 minutes, on entre dans un cycle de sommeil, si vous arrivez à vous endormir. Et c'est très compliqué d'en sortir parce qu'un cycle de sommeil dure 1h30. Donc, c'est peut-être pas le moment de faire une sieste d'1h30 quand on est au travail, sauf si vous avez des longues pauses. Mais voilà, 20 minutes, ça va vraiment recharger les batteries. Il y a des pays pour lesquels c'est instauré dans les entreprises et ça marche très bien. Il y a plein d'études, encore une fois, qui ont prouvé la concentration la productivité aussi, qui augmente après les micro-siestes. Et puis, le sommeil, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Le cerveau humain ne peut pas se concentrer au-delà d'1h30. Hein, c'est 1h, 1h30. Et je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience d'être sur un dossier et de lire des choses et vous avez repris 10 fois la phrase parce que vous n'arrivez plus à comprendre. Là, c'est que votre cerveau n'y arrive plus. Il y a des gens qui peuvent faire 2 heures, mais vraiment, c'est des pros de la concentration, on va dire. 1h, 1h30, en général, c'est ce qui est le maximum. Donc, arrêtez-vous, comme je vous disais sur la première slide, de vous arrêter toutes les heures et demie, de faire une mini-pause.
Hydratez-vous suffisamment. Le cerveau humain est composé à environ 80% d'eau. Le fait de connecter les neurones, etc., ça le déshydrate, le fait de s'en servir, vu qu'on s'en sert tout le temps. Donc, hydratez-vous. C'est évidemment bon pour plein de choses, pour vos reins, vos articulations, vos muscles, mais pour le cerveau aussi. Et là aussi, ça va jouer sur votre concentration. Voilà pour la gestion du temps. Donc là, on va rentrer dans la partie comment évacuer les tensions. Donc, c'est des exercices qui sont, pour moi, importants de réussir à mettre en place dans votre quotidien pour entraîner en fait le corps. Je vais vous expliquer pourquoi. On est tous fait pareil, on a notre système nerveux autonome. Autonome pourquoi? Parce que c'est un système nerveux qui va réguler tous les processus de notre corps qui se font automatiquement. Donc, notre sang, quand il circule, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, notre respiration, la digestion, température, etc. Tout ça, on ne le contrôle pas. L'exemple typique, c'est quand on dort, on continue à respirer, on continue à être, notre température se régule, notre cœur continue à battre, et bien heureusement. Donc voilà, quand on dort, tout ça, c'est notre système nerveux autonome qui, quand on dort et quand on ne dort pas, hein, mais c'est notre système nerveux autonome qui gère ça. Dans notre système nerveux autonome, nous avons deux branches. On a la première branche, c'est le système nerveux sympathique. Lui, il va s'activer pour préparer notre organisme à l'action. Donc, quand je suis stressée, tout s'emballe, j'ai mon cœur qui bat vite, j'arrive plus bien à respirer, je tremble, j'ai chaud, voilà, j'ai mal au ventre. Voilà. Ça, c'est le système nerveux sympathique qui est en pleine action. Et à côté de ça, on a une deuxième branche, notre système nerveux parasympathique, qui, lui, s'active pour apporter une réponse de relaxation. Donc, ça va venir calmer les battements du cœur, ça va réguler la respiration, etc. Mais malheureusement, ce système nerveux parasympathique, il est un peu enfoui au fond de nous parce qu'on n'a pas appris à le développer, on ne le connaît pas, mais on l'a tous en nous et on peut le développer. Voyez-le comme une voiture pour avoir bien cette notion. Comparez ce système nerveux autonome à une voiture. Le système nerveux sympathique, qui sera notre pédale d'accélérateur, quand je suis stressée, j'ai pied au plancher, je vais vite, je ne contrôle plus rien, je vais trop vite et j'arrive plus à gérer ma vitesse. Et le système nerveux parasympathique, lui, ce sera du coup la pédale de frein qui va venir calmer la vitesse, qui va venir calmer le jeu, doser la vitesse. Et voilà, donc quand on dose sa vitesse, on dose son stress. Donc là, les exercices que je vais vous montrer vont permettre, alors c'est pas très beau, mais ça va muscler en fait notre pédale de frein, c'est juste pour que vous puissiez bien avoir cette image-là. Et plus vous allez le faire dans votre quotidien, plus vous allez apprendre à développer votre système nerveux parasympathique et dans les moments de stress que vous allez ressentir. Alors, ça marche pour tout, au travail et dans la vie à côté, personnelle. Plus vous allez entraîner votre organisme à utiliser votre système nerveux parasympathique avec les exercices que je vais vous montrer, vous allez pouvoir naturellement ensuite mieux gérer vos situations de stress. Alors, on va déjà commencer par la première chose qui est indispensable, c'est la respiration et la respiration abdominale. On respire sans y penser. La respiration naturelle, c'est la respiration abdominale. Si on observe un bébé, un enfant, même un enfant dans l'action, un enfant qui joue, il respire avec son ventre. Nous, l'adulte, avec le temps, avec les pressions du quotidien, la vie qui va à 1000 à l'heure, etc. Même si on est bien dans sa vie, je dis pas, mais voilà, on a changé notre façon de respirer et on respire avec le thorax. Donc, ça n'aide pas du tout. Et quand on est stressé, dans les situations de conflit ou quand je suis stressée, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais on bloque la respiration et je ne peux plus respirer, je suis bloquée au niveau de mon thorax. OK, là, on est dans la phase d'alarme. On va imaginer dans la phase d'alarme, je suis stressée, je vais me prendre quelques secondes, quelques minutes pour revenir à la respiration naturelle, donc la respiration abdominale. Ça va tout de suite calmer, contrôler les émotions et réduire notre anxiété. Ça permet aussi de développer la capacité respiratoire. Et quand on va faire comme ça une respiration complète, on va pouvoir aussi faire faire remplir un grand bol d'oxygène au niveau corporel et au niveau du cerveau. Donc, ça va jouer aussi sur la concentration et sur la clarté mentale. Donc, on va le faire ensemble.
pour que vous puissiez juste voir comment c'est et comment ça se passe et que s'il n'y a rien de plus simple, qu'on peut faire ça assis, allongé, debout, dans les transports, au bureau, en open space, à n'importe quel moment, même au téléphone, en face de quelqu'un, on peut le faire, c'est discret, hein, pas besoin voilà. Donc, on va le faire ensemble. Le principe de la respiration abdominale, c'est qu'on va inspirer de l'air par le nez en gonflant son ventre comme un ballon de baudruche que vous allez imaginer dans votre ventre et vous allez vraiment sortir le ventre. Donc, déboutonnez vos boutons, là, si vous êtes serré maintenant. Décontractez vos épaules, affalez-vous dans votre fauteuil, détendez-vous. Et quand on va expirer, donc on va souffler l'air par la bouche en rentrant le ventre. Visualisez votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. On va le faire ensemble, je vous ai expliqué un petit peu avant. Et quand on déverse, quand on souffle par la bouche, on va accompagner le souffle. Donc, on va essayer de souffler assez doucement. Vous allez imaginer devant vous une bougie allumée et que vous allez vouloir souffler sur la flamme, mais sans vouloir l'éteindre. D'accord? C'est vraiment un souffle accompagné et tout doucement. Alors, on y va. On respire par le nez. On inspire, pardon, et on gonfle le ventre. Et vous soufflez par la bouche en rentrant le plus possible le ventre pour vider tout l'air que vous avez inspiré dans votre ventre. Le fait, dès que quand vous allez expirer, vous allez imaginer que votre nombril aille toucher votre colonne vertébrale. On va le refaire une deuxième fois. On gonfle le ventre. Et on rentre le ventre. Et une troisième fois. Voilà, donc ça peut parfois donner un petit peu la tête qui tourne parce que, comme je vous dis, on fait rentrer beaucoup d'oxygène d'un coup, donc ça monte au cerveau. Ça fait tourner un petit peu la tête. Évidemment, il n'y a aucun danger. C'est juste voilà, le cerveau qui se refait un plein d'oxygène. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, ceux qui font la sophrologie, par exemple, les exercices de relaxation commencent toujours par un exercice de respiration abdominale. Et là, tout de suite, on peut déjà abaisser le taux d'hormones. Quand on est en train d'être dans une phase d'alarme et que le stress est présent, les hormones sont déversées, je souffle, je respire, les hormones diminuent. Et là, si vous arrivez à faire ça déjà de temps en temps, vous êtes déjà en train de muscler votre pédale de frein, donc vous êtes en train de développer votre système parasympathique. Et dans les situations stressantes, vous allez juste avoir besoin d'être conscient de votre respiration, de respirer avec votre ventre, et ça va vraiment calmer rapidement vos tensions et votre anxiété et votre stress. Alors, je vous disais que le stress, bien sûr, ça va atteindre aussi au niveau physique. Donc ça, bon, je passe un peu rapidement, mais faites des étirements sur votre poste de travail. Donc, je ne connais pas les métiers de tout le monde. Je vois, on a quand même principalement du travail d'écran, du travail de bureau. La position sédentaire non plus, bien sûr, elle n'aide pas aux tensions musculaires. Comme je vous disais, quand on est crispé, tendu, ça va souvent se produire au niveau des épaules, des cervicales, des trapèzes. Pour tous les autres métiers également, les tensions physiques. Donc, le stress agit aussi au niveau physique. Donc, étirez-vous tout simplement. Donc, je vous ai mis plusieurs idées en restant assis. Je vais vous montrer que c'est facilement, que c'est faisable facilement sur votre poste de travail. Tout simplement, vous relâchez les bras, vous bougez la tête, vous secouez, enfin tout doucement, vous tournez la tête. Si ça vous fait mal, évidemment, vous faites ne vous faites pas mal, faites ça à votre rythme avec votre capacité. Mais voilà, vous bougez un petit peu les épaules, vous détendez les trapèzes en montant les épaules vers les épaules, oui, vers les oreilles. Voilà, pouvoir décontracter. Profitez-en juste aussi pour respirer à ce moment-là. C'est important de le faire. Encore une fois, faites-le régulièrement. La fréquence est importante. Toutes les heures et demie, arrêtez-vous et étirez-vous. Respirez tranquillement et vous vous étirez en relâchant les tensions. Le dos, et vous pouvez le faire aussi en étant assis, en étirant les bras devant vous. Vous pouvez garder la tête droite ou la pencher un petit peu vers l'avant pour venir détendre les tensions. L'imagerie mentale. Alors ça, c'est un exercice qui est utilisé en sophrologie. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. La sophrologie, c'est une discipline de relaxation avec de la visualisation. Ah, il n'y a plus de son. On dit qu'il n'y a plus de son.
Ah, ok. Alors, il y a une personne qui a plus de son. Ok, du coup, c'est peut-être un problème personnel. Ok. Ok. Donc, l'imagerie mentale, en fait, le cerveau humain a cette capacité, en fait, de croire que tout ce qu'on va lui envoyer comme image est vrai. Donc, on connaît ça dans les crises d'angoisse, par exemple, les gens qui ont quand on peut s'imaginer un scénario catastrophe. Voilà, le cerveau, on a l'image dans notre cerveau, on s'imagine une scène qui nous angoisse. Hop, du coup, le corps se stresse parce que le cerveau envoie au cœur, à nos cellules, il se passe quelque chose. Donc là, on se met à être en panique, on respire mal, etc. On peut justement faire autre chose avec du côté positif, avec l'imagerie mentale. On va apporter justement à notre cerveau une image agréable. Donc ça, vous allez prendre le temps ce soir. Ok. Prenez le temps ce soir, dans votre lit, quand vous allez avoir un moment calme, de retrouver votre image. Alors, ça peut être un endroit que vous connaissez, ou alors une carte postale que vous pouvez imaginer. Donc voilà, j'ai mis un hamac au bord de la mer avec le soleil, etc. Mais vous pouvez retrouver un endroit que vous connaissez, dans lequel vous avez un très bon souvenir, une sensation où vous étiez en harmonie avec votre mental, votre physique. Essayez de retrouver votre image, votre endroit de vacances, voilà, l'endroit où vous étiez bien. Essayez ensuite de la revivre le plus pleinement possible. Donc, en utilisant vos 5 sens. Donc, imaginez, faites-vous dans votre tête, est-ce qu'il faisait chaud, est-ce qu'il faisait froid, est-ce que j'avais cette sensation de courant d'air sur la peau, est-ce que j'entendais le bruit de la mer, une odeur particulière qui était agréable, de la musique, un rire d'enfant, voilà. Essayez de trouver votre paysage. Faites quelque chose d'assez précis. Vraiment, essayez de prendre le temps de visualiser et de ressentir le côté agréable. Les cellules du corps ont une mémoire. Donc, cette image que vous allez réfléchir, à laquelle vous allez réfléchir et trouver, quand dans les situations de stress, vous allez aller dans votre paysage, en gros. Donc, vous allez comme si vous aviez un interrupteur dans votre cerveau. Hop, je me mets en mode paysage, j'appuie sur mon bouton on et je pars dans mon paysage. Et là, le corps, le cerveau, comme je vous disais, il va se rappeler des effets agréables et vous allez juste prendre 5 secondes, 10 minutes, ce que vous voulez, 5 minutes, juste pour venir, ok, je suis dans mon paysage, et bien là, je suis en harmonie complète. Et encore une fois, là, on redescend complètement les hormones du stress parce que le corps réussit. Et encore une fois, on est sur notre système nerveux parasympathique, même dans les moments où les gens ont des phobies ou choses comme ça, c'est utilisé aussi, même dans les transports, les choses comme ça. Hop, allez, je vais dans ma bulle, je pars dans mon paysage et le corps réagit à l'imagerie de notre cerveau. Donc, ce soir, vous trouverez votre endroit. Un autre exercice qui est intéressant aussi pour libérer les tensions, la pression, les peurs, les contrariétés, etc. Et ça va aussi renforcer notre détermination. Donc ça peut être intéressant avant une réunion, par exemple, une réunion importante, où vous allez avoir des choses à dire, des choses à demander. Avant une prise de parole aussi en public, si vous êtes un peu stressé. Ça, c'est un exercice qui peut fonctionner pour donner confiance en vous. Donc, par contre, je vous l'accorde, cet exercice-là, il est moins discret en open space ou dans la rue. Par contre, voilà, vous pouvez le faire à la maison, dans une pièce, vous isoler dans une pièce, aux toilettes, etc. Alors, le principe de cet exercice, que l'on appelle l'exercice de relaxation dynamique, ça va relaxer pareil, hein, les émotions, etc., le mental, le physique, mais c'est un exercice dynamique. Alors, je vais rester assise parce qu'on ne va pas me voir debout, mais donc voilà, il faut se mettre comme ce dessin. En gros, on s'installe debout, vous pouvez le faire assis aussi, ça fonctionne. Donc, mettez-vous bien les pieds bien ancrés dans votre sol, alignés avec la largeur du bassin. On va fermer les poings et on va verrouiller les bras. Ça veut dire que je ne peux pas plier mon bras, hein. Mon coude est verrouillé. Donc, les bras le long du corps, bien verrouillés. Mes coudes ne peuvent plus se plier. Les bras sont bien tendus, bien raides. On va prendre une profonde inspiration par le nez en fermant ses poings. Pardon. Et on va bloquer la respiration. On inspire par le nez, on bloque la respiration et quand on s'arrête de respirer, on va monter les épaules tout doucement, plusieurs fois, au rythme que vous voulez. Et ensuite, alors pareil, ça fait un peu tourner la tête. Et ensuite, on va
souffler fortement, pardon, en relâchant les bras, en ouvrant les bras, en relâchant les épaules, et on jette les tensions par les mains, hein, comme si on voulait se débarrasser des choses nocives, hein, qui viennent nous angoisser, nous stresser, nous contrarier. Donc ça marche dans ce sens-là. Vous pouvez imaginer d'avoir des post-it aussi au bout de vos mains pour vous les secouer et vous en débarrasser complètement. Donc on va le refaire ensemble. Vous mettez bien les pieds ancrés dans le sol. Vous verrouillez vos coudes, vous bloquez votre respiration en inspirant par le nez et vous montez les épaules. Et vous soufflez. N'ayez pas peur de souffler pour être, voilà, en plus vous êtes sûrement tout seul derrière votre écran, donc allez-y, hein, lâchez-vous, secouez vos mains, lâchez tout ce que vous allez sortir par la bouche, les mains, c'est quelque chose c'est le négatif que vous sortez. Et quand vous faites le pompage, hein, donc du coup le fait de remonter de l'énergie, imaginez que vous faites le plein d'énergie, le plein de positif en vous pour vous remplir de dons agréables, positifs, et ensuite dans l'autre sens, hop, on déverse et on envoie tout ce qui est négatif. D'accord? Donc voilà, c'est à faire 3 fois de suite. Donc ça peut être inconfortable, j'insiste là-dessus, hein, parce qu'effectivement, ça bloque, ça fait vraiment tourner aussi un petit peu la tête. Donc vous pouvez faire assis ou debout, mais vous le faites peut-être que 3 fois de suite, montez les épaules, et vous trouverez après votre rythme aussi pour ne pas vous mettre mal, évidemment. La cohérence cardiaque, alors ça, c'est un exercice qui est fabuleux. Je vous invite aussi, s'il vous plaît, à télécharger dès maintenant ou dès la fin de ce webinaire l'application que je vous ai mis à côté. Ça s'appelle Respi Relax. La cohérence cardiaque, en fait, c'est une technique de respiration qui dure 5 minutes. Donc, je ne l'ai pas mis en live parce que c'est un petit peu long et je n'ai pas envie que vous décrochiez si vous n'arrivez pas à les faire. Donc, faites-le tranquillement tout à l'heure. 5 minutes de respiration. En fait, pendant ces 5 minutes de respiration, on va inspirer pendant 5 secondes. Donc, inspirer, c'est par le nez. Enfin, on prend de l'air. Et 5 secondes d'expiration. Alors, ça fonctionne aussi si on fait 5 par la bouche à chaque fois. Je vous ai dit par le nez, mais c'est juste inspiration, je prends de l'air, expiration, je souffle de l'air. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes pendant 5 minutes. L'application qui est à côté, du coup, elle va vous aider parce qu'elle compte les 5 secondes. Ça, vous n'avez pas besoin de compter. Vous avez juste à observer la petite boule qui va monter et qui va descendre jusqu'en bas pour faire les 5 secondes. Cet exercice-là, la cohérence cardiaque, il y a eu plein d'études scientifiques à ce sujet. C'est prouvé scientifiquement. Il y a eu plein d'études qui ont été faites et c'est donc prouvé que ça fonctionne très bien donc, sur la gestion du stress, évidemment, mais également sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Ça va influencer notre cerveau. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, le cerveau et le cœur, ils sont toujours en lien par des millions de terminaisons nerveuses. Donc, quand on va, avec cette respiration-là, on va faire à l'inverse de l'imagerie mentale, on va contrôler les battements du cœur. Et avec ces battements du cœur, on va synchroniser la respiration et ça va influencer du coup notre cerveau. Les effets d'apaisement que le corps ressent vont perdurer après les 5 minutes de respiration entre 3h30 et 4 heures après avoir fait les 5 minutes de respiration. Grâce aux études, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Donc, je sais qu'il y a des gens, parfois, quand je discute un petit peu avec les salariés en entretien individuel, voilà, ils ne sont pas trop pour le lâcher prise, etc. C'est des choses, voilà, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Ça, c'est facile pour tout le monde parce qu'il n'y a rien à faire. On se pose, on met les écouteurs ou le téléphone, on fait les 5 minutes, ça marche pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être adepte de la méditation ou quoi que ce soit, ça marche pour tout le monde, c'est physiologique. Et justement, comme c'est physiologique, il faut le faire, c'est prouvé encore une fois qu'il faut le faire en étant assis ou debout, assis c'est quand même plus confortable, mais ne le faites pas allongé. Allongé, ça ne fonctionne pas physiologiquement parlant. Donc faites-le assis ou debout et mettez-vous aussi en mode avion, j'insiste, hein, c'est pour ça que l'application elle est pratique pour ça, parce que vous allez pouvoir trouver aussi des vidéos sur Internet, sur YouTube ou quoi, mais le problème, c'est que vous êtes on peut vous appeler, vous pouvez avoir des appels, des mails, des SMS. Donc, voilà, moi,
5 minutes pour vous, c'est 5 minutes dans votre bulle, mode avion, mes écouteurs, j'observe la petite jauge qui monte, qui descend, je fais mes 5 minutes de respiration et pendant 3h30, 4 heures après, le corps continue à déverser des hormones de détente. Donc là, pour le coup, si vous arrivez à le faire régulièrement, votre système parasympathique, il va être hyper développé et vous allez pouvoir, voilà, juste même le temps des fois de reprendre la respiration abdominale, cardiaque. La cohérence cardiaque, vous pouvez le faire sans forcément avec le ventre, hein. Vous faites ça comme vous voulez, il ne faut pas que ce soit contraignant ou compliqué pour vous. Faites-le comme vous le souhaitez, c'est juste 5 secondes pendant 5 minutes. Voilà, donc je vois qu'il y en a qui connaissent d'autres pratiques aussi. Voilà, bah, très bien, c'est là qui connaissent, je suis contente. Et l'Hatha yoga, excusez-moi, que je ne connais pas, l'Hatha yoga, créer une tension physique. Ah oui, c'est alors peut-être que c'est aussi appelé comme la méthode de Jacobson. Alors peut-être pas, hein, mais en fait c'est on va venir contracter volontairement un groupe de muscles et on relâche. Ça marche bien aussi. Je l'ai pas mis dans mon PowerPoint, mais effectivement, méthode Jacobson pour aller voir si c'est pareil que ce que vous dites, Madame le maire. Tai Chi aussi, bien sûr. Après, ça, c'est faut être accompagné, je pense, plus ou pas, hein, mais plus, voilà. C'est plein de techniques, merci pour vos partages. Mais voilà, c'est très, très bien. Et ce que j'apporte là, c'est aussi pour pouvoir le faire à n'importe quel moment de la journée, isolé, ou voilà. C'est plutôt, mais c'est très bien, hein, tout ce que vous donnez aussi voilà, méthode Jacobson, exactement. Et Hatha Yoga, ok. Yoga de la relaxation. Tout à fait, ouais. Méthode de Jacobson aussi, c'est très pratique en crise de panique et c'est ça aussi quand on va contracter. Donc, je vous en parle, je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint, mais méthode de Jacobson, c'est en fait de venir contracter, comme je vous disais, un groupe de muscles, pareil, en bloquant un peu la respiration et on va détendre tout doucement. Et là, pareil, ça va jouer sur la détente musculaire, bien évidemment, mais sur la détente mentale aussi. Vous pouvez également faire tout ce qui est automassage. Automassage, donc bien évidemment, on les connaît pour les bienfaits musculaires, articulaires. Mais bien sûr, ça va aussi venir jouer sur l'apaisement du système nerveux. Donc, tout simplement, venir masser, en fait, alors là, je dis parler quand on est au bureau, de venir masser assez donc doucement, mais assez fermement au niveau des mains, par exemple. Donc, vous pouvez, le temps de, voilà, comme tout à l'heure, je vous disais, hein, 1h30, hop, je m'arrête, je ferme mes yeux, je prends ma main, je me masse tout doucement, je me détends, je respire en même temps, pouvoir faire. Alors, encore une fois, c'est des choses qui sont rapide et plus vous allez le faire, encore une fois, j'insiste, hein, je me répète beaucoup, mais je veux vraiment que vous puissiez être convaincu de ce que je vous dis et que ça fonctionne vraiment sur le temps de la journée de travail. Donc voilà, de vous arrêter, vous massez les mains, vous pouvez vous masser juste au niveau des tempes aussi, au niveau des yeux, quand on travaille sur l'écran également, ça va abîmer les yeux, ça va fatiguer les yeux à la lumière artificielle. Donc voilà, vous juste fermez un petit peu les yeux, massez-vous la base du crâne aussi, derrière les oreilles, ou le crâne tout simplement, venir détendre complètement les tensions. Et voilà, c'est aussi à un moment donné où on fait un break, et là le corps arrête aussi de déverser ces moments, ces hormones nocives, hein, toxiques pour notre organisme. Et également vous pouvez, alors on a au niveau des clavicules que nous avons devant, les deux os là qui ressortent, juste en dessous, on a ce qu'on appelle le thymus, hein, c'est la glande, le thymus, qui est un petit peu le siège des émotions. On l'appelle le point de bonheur aussi dans la réflexologie, etc. Le point du bonheur. Donc voilà, c'est souvent là que se neutralisent les émotions. Donc vous pouvez aussi venir tapoter tout doucement. Alors je conseille de faire avec le poing, parce que si on fait qu'avec un doigt ou quoi, on peut être un petit peu à côté. Donc avec le poing de la main, au moins on est sûr d'être dessus. Pendant 5, 10, 15 secondes, vous venez juste tapoter ici un petit peu, pareil, en étant en pleine conscience de je libère mes tensions. Et puis, oui, si, ça y est, ça me revient. En fait, ça marche très bien aussi pour les personnes qui ont une sensation d'oppression thoracique. Quand le stress est trop présent, les gens ont du mal à respirer. Donc voilà, le fait de venir, hop, réouvrir les épaules, je m'arrête, je me détends, je me décontracte et je tapote un petit peu là au niveau du thymus.
pareil, ça vient détendre tout de suite la phase d'alarme. Elle redescend au niveau du taux d'hormones. Voilà pour cette partie. Et donc là, la dernière partie, donc c'est trouver son juste équilibre. Alors, j'ai mis son entre guillemets parce que, bien évidemment, on est tous différents. Hein. Il n'y a pas la recette miracle. Il faut juste, comme je vous disais par rapport à la chrononutrition, chronobiologie, excusez-moi. Voilà, on est tous différents et c'est intéressant aussi de bien se comprendre et bien se connaître. Donc, d'avoir respecté une bonne hygiène de vie. Je ne vais pas détailler ces 5 parties, mais voilà, c'est important. Alors, ça, c'est important aussi dans les moments au travail où vous avez un temps, où vous savez peut-être anticiper les moments où ça va être plus chargé pour vous. Vous allez avoir beaucoup de travail. OK, alors, je vais prendre soin de moi pendant cette phase-là avec, du coup, au niveau nutrition, l'alimentation, c'est le combustible de notre activité cérébrale. Donc, soyez attentifs à comment vous allez équilibrer vos repas. Vous pouvez privilégier tout ce qui est oméga 3, etc. Bien sûr, les fruits, les légumes, ça sera pour tout le temps. Mais voilà, de pouvoir adapter aussi votre nutrition au moment où vous avez une charge de travail importante. Attention voilà, au sucre, au café, à l'alcool. Enfin, évidemment, des choses qui vont énerver, qui vont être du coup un peu en contradictoire avec tout ce qu'on vient de voir. La relaxation, la détente, alors ça évidemment, encore une fois, on en a déjà parlé un petit peu, mais il y a des choses intéressantes à faire tout seul. Ce qui est aussi hyper important, et j'en ai pas encore parlé par rapport aux différentes phases d'alarme, ce qu'il faut, c'est pour justement aussi réussir à ne pas passer d'une phase à l'autre. Quand on a fini sa journée de travail où ça a été hyper stressant, j'étais en phase d'alarme toute la journée, j'ai eu du mal à gérer, parce que ça arrive de toute façon, même si on fait des exercices, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Mais pour éviter justement de rentrer dans la phase de résistance, il faut impérativement, et si je ne l'ai pas dit, j'aurais dû à ce moment-là, mais il faut impérativement avoir une phase de déconnexion. La déconnexion, elle est indispensable pour notre cerveau, pour notre corps. On l'a vu avec les années les mois, les télétravail Covid, les salariés qu'on a pu suivre à ce moment-là, ça a été très, très compliqué. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y avait l'isolement, on avait vu tout à l'heure aussi, mais voilà, le côté, il n'y a plus de déconnexion, je ferme mon ordinateur, mais j'ai accès, tiens, je vais checker mes mails, je vais voir, ok, je réponds, de toute façon, il n'y a que ça à faire vu qu'on ne peut plus sortir après 18 h. Donc voilà, il y a eu tout cet engouement-là, et là, c'était très compliqué. Essayez de vous déconnecter le plus possible, pas de mail, pas d'appel, pas de dossiers qui traînent à la maison pour pouvoir repenser au travail. Faites une coupure, déconnectez complètement votre cerveau avec votre travail. Donc, ça passe aussi par des moments rien que pour vous, de la relaxation, de la détente. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un bouquin, ça peut être un bain chaud, ça peut être faire de la musique, faire du dessin, du théâtre, voilà, enfin, faire des choses qui vous apportent du plaisir et qui vont permettre aussi à votre cerveau de décrocher complètement. Mais occupez votre esprit, occupez vos mains et occupez ce que vous voulez pour que vous puissiez être vraiment déconnecté du travail. Donc voilà, après, il y a une application qui est intéressante aussi, c'est Petit Bambou, qui peut donner voilà, des séances gratuites, de la sophrologie, relaxation guidée. Je crois que c'était noté je reprendrai un petit après tout ce qui est mis dans la discussion. Mais voilà, de pouvoir avoir cette aide aussi, que vous pouvez vous faire aider sur le Petit Bambou, là, avec des techniques de détente, de relaxation. Il y a une partie payante, mais une partie gratuite. Le sommeil, évidemment, on pourrait en faire on fait des webinaires spéciaux pour le sommeil. C'est évidemment, c'est comme boire et manger, c'est vital. Donc, attention à votre rythme de sommeil, soyez attentif à quel dormeur vous êtes. Essayez de vous coucher à des heures fixes. Voyez aussi voilà, si vous êtes un gros dormeur, un petit dormeur, apprendre à vous connaître. Les micro-siestes, on en a parlé, voilà, essayez de voir. Quand on est dans des situations vraiment de travail important, la phase de récupération passe aussi évidemment par un sommeil précieux, un sommeil récupérateur. Le lien social est très important. Vous avez besoin, on a vu pendant les confinements, on a besoin d'être en lien avec les autres. Donc, sortez, amusez-vous, faites des choses avec vos amis, etc. Encore une fois, pour parler d'autre chose que du travail et puis pouvoir changer les idées et vous refaire aussi du bien pour qu'on puisse être encore plus efficace le lendemain au travail.
Et puis l'activité physique, évidemment, vous allez déverser là des hormones de plaisir, des endorphines, hein, pour venir encore une fois booster votre système immunitaire, etc. Et alors, pareil, il faut trouver quelque chose qui vous plaise. Vous n'allez pas vous dire, allez, ok, je vais m'y mettre, je vais aller courir alors que j'ai horreur de ça. Donc non, ça ne va pas être sur le long terme. Donc, essayez toujours d'avoir cette notion de plaisir, hein, que ce soit de la marche rapide, avec de la musique, un podcast, d'aller vous faire une balade de 1 heure, 40 minutes. Voilà, de trouver votre activité physique qui vous fait plaisir. Voilà, il y a un outil aussi qui est intéressant, c'est pour harmoniser en fait la vie pro et la vie perso. C'est un psychologue américain qui a créé cet outil. Ça va permettre de pouvoir voir un petit peu son temps, le temps passé en fait. Donc il a découpé, il parle lui de 5 domaines de vie. Donc il a mis la famille, le couple, le travail, soi-même et la vie sociale. Donc 5 domaines de vie que vous allez répartir sur un camembert que vous allez faire sur une feuille vierge. Faites un camembert et vous allez répartir du coup ces 5 domaines de vie sur le temps que ça vous a pris sur une semaine. Donc, vous mettez votre répartition et à côté de ça, vous pouvez mettre aussi une note de 0 à 10 sur votre satisfaction. Donc, voilà, par exemple, la semaine dernière, hop, j'ai travaillé suffisamment, j'ai fait mes horaires normaux, ok, c'était sympa, j'ai bien avancé, je mets 8 sur 10. On a eu pas mal de temps avec la famille, c'est chouette, on a pu profiter de choses, hop, je mets 9 sur 10. Bon, voilà, vous organisez ça sur votre camembert. Donc déjà, ça permet d'avoir un peu la vision, parce que quand on en parle aussi en entretien individuel, c'est hyper important justement d'avoir cette harmonisation vie perso, vie pro, hein, parce que si on n'est que dans le travail, c'est là aussi qu'on risque d'aller dans les phases résistance, épuisement. Il faut trouver du temps pour soi. Donc, il faut impérativement aussi le voir physiquement, se dire, OK, effectivement, en fait, je passe mon temps à travailler et à gérer la maison. Ça ne va pas du tout, j'ai pas le temps pour moi, ça ne m'épanouit pas. Donc, j'ai envie d'être actrice, acteur de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on va faire un camembert à côté, un camembert, voilà, et vous allez faire votre répartition idéale. Qu'est-ce que j'aimerais pour la semaine prochaine ou le mois prochain? On ne peut pas non plus tout faire d'un coup. Mais essayez de répartir, vous, votre répartition qu'on dirait idéale, en étant bien sûr objectif. Et puis, trouver justement des leviers d'action. Qu'est-ce que je peux mettre? Donc, vous pouvez voilà, vous dire, allez, peut-être que tous les 2 mois, je laisserai les enfants aux grands-parents et puis je me ferai un petit week-end ou un restaurant, une soirée avec mon mari, avec ma femme, qui vous voulez. D'aller boire un verre avec ses copains, d'aller lui faire un massage, d'aller profiter de la famille. Voilà. Donc, trouvez du temps pour vous, tout seul, pour votre famille, pour votre couple, pour votre vie sociale et bien sûr pour votre travail, mais essayez de bien répartir ces domaines-là parce que voilà, c'est un outil qui permet juste de visualiser et de pouvoir se donner les moyens d'agir en disant, OK, j'ai envie que ça change un peu. Du coup, par quoi je commence? Voilà. Voilà, merci de votre attention. Voilà, ça fait 1 heure, donc c'est bon, on a à peu près respecté le timing. Donc, je suis ouverte pour vos questions, vos échanges. Donc, il y a eu plein de choses de dites aussi dans la discussion, des gens qui ont donné des conseils aussi. Merci à vous. Top Brice, j'ai pas trop l'accent, très simple et joli. Ouais, j'avais entendu parler effectivement. Super bon, petit bambou, il y en a qui connaissent, parfait. Les 5 domaines de vie de Hudson. Ok, Hudson. Bah, merci beaucoup pour vos retours. La respiration abdominale est utilisée en natation pour se synchroniser dans ses mouvements. Ok, je ne savais pas. Et là, plus de son. Ah si, ça c'était autre chose. Ok. Alors, alors j'espère que je n'ai pas laissé passer des questions au-dessus. Je suis désolée, hein, je suis en train de regarder en même temps. Je vois une question contre les douleurs dans le thorax, crise d'angoisse, quelques gorgées d'eau très froide, c'est très efficace. Ok, j'avais entendu parler effectivement de ça. Comment réagir si l'on voit un salarié en burn-out? En bore-out, ok. En burn-out qui s'ennuie, hein, c'est bien ça, on est bien d'accord, vous n'avez pas eu de faute de phrase, c'est bore-out. Bon, après, que ce soit burn-out ou bore-out, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Alors, ça va dépendre de la taille de votre entreprise. Alors après, ça va dépendre aussi de vous, de votre relation avec cette personne-là.
il faut impérativement que cette personne-là se fasse aider, comme je vous disais, hein, avec des techniques, voilà, pouvoir verbaliser. Donc, soit elle se sent en confiance avec vous, avec un de vos collègues, elle se sent en confiance et vous allez pouvoir échanger avec elle. Et puis peut-être, en fonction de l'aider à l'accompagner, est-ce qu'il peut prendre rendez-vous avec nous, hein, la médecine du travail? Est-ce qu'il y a des gens dans l'entreprise, enfin voilà, le manager, on voit qu'il peut peut-être aider. Il y a des choses qui sont mises en interne aussi. Donc, bon, voilà, il faut plus voir par rapport à ça, mais encouragez-le et accompagnez-le en parlant ou pas avec la hiérarchie ou de vous-même aussi. Vous pouvez lui demander qu'il nous appelle. Après, on ne pourra pas aller le faire pour lui. C'est au salarié de demander, mais bien évidemment, si vous avez insisté pour vous, mais de faire voilà, comme un petit signal d'alarme, de dire, voilà, j'ai l'impression que mon collègue va pas très bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, essayez de parler avec lui et puis venir aussi en parler avec nous, même si c'est en mail ou quoi, vous pouvez venir nous voir. Il n'y a pas, de souci par rapport à ça, quoi. Mais je ne peux pas trop vous en dire plus. Après, je sais qu'il y a des entreprises que l'on suit qui ont créé en interne des dispositifs d'alerte où vous pouvez aller. Il y a des gens qui sont référents des référents. Je ne sais plus quel terme ils utilisent, mais bon, pas des référents santé, mais voilà, des référents un peu QVT, hein, la qualité de vie au travail. Donc, vous pouvez peut-être vous tourner aussi vers ces personnes-là. Je remonte un petit peu sur les autres questions. J'espère que j'ai répondu, Madame Ednani. Je suis désolée si ce n'est pas très clair comme réponse. Oui, vous allez recevoir cette présentation, hein. On va vous la transférer, hein, le support, vous allez la voir. Et comme je vous disais également, le webinaire est enregistré, donc vous aurez aussi le replay sur notre site internet. Merci pour vos retours, hein. Vous avez l'air d'être plutôt satisfait, donc je le suis aussi, c'est gentil, merci beaucoup. Y aura-t-il d'autres webinaires en lien avec la semaine de la QVT? Alors, il y a un webinaire sur les RPS, donc les risques psychosociaux, qui est fait par Aurélie Vinogé, c'est notre psychologue du travail. Il faudrait aller voir sur le site CMIE. Vous avez la liste des webinaires qui sont proposés. On a essayé de faire un peu sur l'année. Donc, vous pouvez aller voir pour vous inscrire en amont les différents thèmes. Super, si c'était utile et apaisant, je suis contente que ça vous a plu. Parfait. Alors, j'ai des douleurs au niveau du haut du dos, zone trapèze, nuque, et ces douleurs apparaissent quand je suis submergée de travail. Avez-vous des conseils? Alors, c'est tout à fait normal. C'est à ce niveau-là, comme je vous disais, que les tensions arrivent. Donc là, les conseils génériques, de toute façon, encore une fois, moi j'insiste sur la fréquence des étirements. Arrêtez-vous vraiment souvent. Donc peut-être que s'il y a une autre pathologie derrière, peut-être de consulter aussi avant, si ça dure, si ça fait longtemps que ces tensions sont là et que vous êtes gêné par rapport à ces douleurs, ces ressentis-là, d'aller consulter alors un ostéo ou votre médecin traitant pour voir s'il n'y a pas autre chose. Mais de toute façon, une fois que c'est mis en place, etc., vous pouvez aussi déjà juste venir, encore une fois. Alors, la méthode de Jacobson, elle fonctionne bien parce que pour décontracter des contractions, en fait, hein, quand on a les muscles crispés, vraiment tendus, ça va être de plus en plus difficile de les décontracter. Donc, on va les surcontracter. C'est comme une pierre que vous les décontractez, c'est impossible. Donc, vous allez encore plus serrer la pierre et au fur et à mesure, elle va se décontracter. Donc, vous pouvez faire ça déjà dès votre réveil, hein, quand vous vous réveillez le matin. Étirez-vous tout doucement pour faire un peu le réveil musculaire, le réveil articulaire. Et puis, toutes ces tensions qu'on a donc, au niveau trapèze, nuque, voilà, ces douleurs-là, quand on est submergé de travail, elles sont vraiment présentes. Donc, détendez-les. Donc, essayez de crisper justement vos épaules, vos trapèzes et hop, vous détendez tout doucement. À faire 3 fois de suite, ça va venir décontracter et faites-le souvent. C'est la fréquence qui est importante. Voilà. Et puis tout simplement, une fois que quand ça ira mieux, et je vous le souhaite le plus vite possible, étirez-vous vraiment toutes les heures, vous détendez, vous relâchez les tensions, vous levez les bras, vous faites des étirements pour ne pas attendre que cette tension s'inscrive, se bloque et ankylose notre organisme. À côté de ça, donc là, on traite entre guillemets la tension musculaire, mais si c'est à cause du stress, vous avez toutes mes
mes conseils que j'ai donnés, la respiration, la cohérence cardiaque, pour justement venir doser le stress et mieux gérer en tout cas vos situations stressantes dans votre travail. Mais voilà, j'insiste par contre, si bien sûr vos tensions sont trop gênantes et handicapantes, d'aller consulter quand même pour voilà, qu'il y ait peut-être un massage ostéo-kiné pour voir ce qui est à faire. Je crois que oui, je crois qu'en juin, oui, il y a quelque chose sur la QVT. J'espère que j'ai répondu à votre question, madame, pour les tensions nuque, trapèze. Comment gérer les manipulateurs dans ma hiérarchie? Bon, ça, je ne peux pas trop répondre. Je suis moins spécialisée. Ça, c'est pour tout ce qui est RPS, hein, les RPS, les risques psychosociaux qui sont vraiment à gérer en interne. Là-dessus, pour moi, je peux pas vous répondre. J'en suis désolée. Il y a un webinaire sur les RPS avec, comme je me rappelle, avec Aurélie Guénogé, hein, la psychologue du travail. Après, si vraiment vous êtes mal dans votre travail à cause d'un management ou autre, bien évidemment, venez, on peut discuter avec le médecin, avec la psychologue, avec moi aussi, bien évidemment. Donc voilà, je suis désolée, mais je ne peux pas répondre à cette question sur ce webinaire gestion du stress. Ce n'est pas dans mes cordes, on va dire. La chiropractie aide aussi, remettre le squelette en place, oui, bien sûr, voilà, tout à fait aussi, hein, les techniques ostéo, kiné, etc., mais chiropractie, il y a plein d'autres choses qui peuvent être, qui vont jouer sur les tensions physiques. Comment peut-on soulager les jambes lourdes et douloureuses? Alors, je ne sais pas si c'est en lien directement avec votre stress, peut-être oui. Ça dépend votre métier, ça dépend votre position, si vous êtes assise, debout, en piétinement ou pas. Après, c'est à voir aussi avec un phlébologue si vous avez des soucis de circulation aussi au niveau des jambes. Donc, la base que l'on conseille, c'est le porter des chaussettes ou des bas de contention, avec de pouvoir surélever aussi un petit peu les jambes dans la journée, hein, de pouvoir surélever pour faire vraiment pour relancer la circulation sanguine. Et puis, surtout dans les moments où il fait chaud, hein, de pouvoir éviter la rétention d'eau. Buvez beaucoup d'eau, encore une fois, c'était déjà dit. Après, je ne sais pas si les jambes lourdes et douloureuses sont en lien avec le stress, mais si c'est le cas, si c'est le cas, après, c'est juste pour détendre les jambes, mais de consulter aussi, bien sûr, un phlébologue si vous avez besoin d'avoir un avis médical plus précis. L'acupuncture aussi, bien sûr, ça marche très bien. Ok, super. Il y a des bons retours sur l'acupuncture. Burn-out, dépression, invite remettre à faire un état des lieux sur les peurs, la satisfaction des besoins intrinsèques et le sens du travail. Tout à fait. Ok, parfait. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. C'est toujours un peu frustrant de ne pas avoir les gens qui puissent intervenir à l'oral. Ok, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie vraiment de votre attention, de votre participation, de votre présence. Et bonne journée à tous, à toutes et à tous. Et à bientôt. Du coup, donc vous recevrez tout merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.